Dans la salle froide, on n'entendait que le bourdonnement des néons et le cliquetis des pinces. Sur la table, sous une bâche transparente, il y avait un morceau de ciel, pas une métaphore. Un échantillon de poussière cosmique ramené d'une mission, encapsulé, scellé, étiqueté comme une preuve au tribunal. On a soulevé la bâche, et là, l'odeur, oui, l'odeur, a frappé avant même l'image. Un mélange métallique, rance, comme du sang ancien et de la pierre mouillée. L'assistant a eu un haut-le-cœur. Le chef de labo, lui, a souri comme quelqu'un qui retrouve enfin un souvenir qu'on lui avait volé, parce qu'à l'intérieur, dans ce petit grain noirâtre, il y avait une chose impossible. Des signatures de structures trop mûres, trop organisées, trop tôt, comme si l'univers avait triché, comme si, au lieu de balbutier dans le noir, il avait déjà écrit des phrases complètes. Tu es venu pour ça, pour des galaxies qui n'auraient pas dû exister. Le titre ne t'a pas menti. On parle de monstres mathématiques, de villes de milliards d'étoiles apparues, alors que l'univers portait encore des couches. Et si je te dis que certaines de ces galaxies ressemblent à des adultes trouvés dans un berceau, peau lisse, dents déjà en place, regard qui te fixe. Tu sens ce mélange bizarre. La satisfaction de tomber sur exactement ce qu'on t'avait promis. L'intérêt qui t'attrape par la nuque. Et ce petit dégoût, cette sensation que quelque chose cloche dans l'ordre du monde. Parce que ce qui va suivre n'est pas une simple liste d'objets étranges, c'est une poursuite, une chasse aux mensonges. Et plus on s'approche, plus la réalité a l'air de se décomposer comme une vieille viande sous la lumière. Imagine la scène de départ. L'univers juste après sa naissance. Pas de galaxie, pas de planète, pas de lumière stable. Un brouillard chaud, une soupe de particules, des fluctuations minuscules, des rides quantiques, qui grandissent lentement. Selon notre histoire officielle, les premières étoiles se sont allumées comme des étincelles hésitantes. Puis les petites galaxies ont commencé à se regrouper, à fusionner, à grossir. Lentement. Patience cosmique. Des centaines de millions d'années pour passer de rien à quelque chose. Puis des milliards pour obtenir des géantes comme la Voie lactée. Et voilà le problème. Quand on regarde assez loin, donc assez tôt, on devrait voir des bébés, des ébauches, des brouillons. Sauf que certaines images, certains spectres, certaines formes disent autre chose. Elles disent « nous étions déjà là ». On appelle ça, avec une politesse presque comique, des galaxies trop massives, trop lumineuses, trop structurées pour leur âge. En clair, des choses qui apparaissent trop tôt et qui grandissent trop vite, comme si elles avaient mangé l'univers autour d'elles. Des galaxies qui, selon les modèles classiques, auraient dû être impossibles, ou au moins rarissimes au point de ne pas tomber dessus si facilement. Et ce n'est pas qu'une question de taille, c'est une question de rythme, un rythme qui ne colle pas, comme une chanson où la batterie part une mesure trop tôt et où tout le reste est obligé de courir derrière. Au début, les astronomes avaient un refuge confortable. Ce sont sûrement des erreurs. Mauvaise estimation de distance, poussière qui trompe la luminosité, lentille gravitationnelle qui grossit l'image comme un verre de loupe, ou tout simplement une confusion. On croit voir une galaxie, mais ce seraient plusieurs objets alignés, une illusion. Et pendant un temps, ça marche. Les illusions existent. L'univers adore jouer avec la perspective. Un amas massif peut courber l'espace-temps et amplifier un objet lointain. Une poussière épaisse peut rougir la lumière et faire croire à un âge différent. Une galaxie peut masquer une autre galaxie derrière elle, comme deux fantômes superposés. Mais il y a un moment où les excuses commencent à sentir mauvais, comme ce grain de poussière sur la table du labo. Et plus on observe, plus les erreurs se répètent, avec des variations, mais toujours le même motif. Trop tôt, c'est là que la chasse commence vraiment. Parce que dans notre récit cosmique, les galaxies naissent dans des halos de matière noire. La matière noire, cette présence invisible qui ne brille pas, forme un échafaudage gravitationnel. Elle attire le gaz se refroidit, s'effondre, forme des étoiles. Ensuite, les galaxies se construisent par accrétion et par collision, en rassemblant des morceaux comme un enfant qui empile des briques. Le problème, c'est que ce processus a des limites. Il y a des vitesses maximales, des rendements, des pertes. Quand le gaz tombe, il chauffe. Quand les étoiles naissent, elles soufflent du vent, elles explosent en supernova, elles expulsent de la matière. Quand un trou noir central se réveille,
il peut littéralement souffler son propre repas, comme quelqu'un qui crache la soupe. Donc en théorie, une galaxie ne peut pas convertir tout son gaz en étoile d'un seul coup. Elle ne peut pas devenir un monstre mature en un claquement de doigts cosmique. Elle devrait galérer. Et pourtant, on voit des candidats qui ressemblent à des villes déjà illuminées, avec des masses stellaires énormes, à des époques où l'univers est censé être à peine sorti du noir. C'est comme trouver une cathédrale gothique au milieu d'un chantier où l'on n'a même pas encore inventé le marteau. Tu veux un détail qui accroche l'œil? Pense au temps. Quand on parle de très tôt, ce n'est pas une figure de style. On parle d'objets observés à une époque où l'univers a quelques centaines de millions d'années, parfois moins d'1 milliard. Or, notre galaxie, la Voie lactée, a eu plus de 10 milliards d'années pour devenir ce qu'elle est. Et même elle, avec toute sa majesté, porte les cicatrices d'une adolescence chaotique. Des fusions, des épisodes de formation d'étoiles, des phases de faim et de satiété. Maintenant, imagine une galaxie jeune, qui affiche déjà une masse comparable à une grande galaxie actuelle. Imagine qu'elle forme des étoiles à un rythme qui ferait pâlir une usine, une cadence frénétique. C'est un feu de forêt dans un monde qui devrait encore être humide. Et là, première torsion. Plus on regarde loin, plus on tombe sur des galaxies qui ne se contentent pas d'être grosses, mais qui paraissent organisées. Certaines montrent des disques, des structures qui ressemblent à des galaxies spirales, ou à des disques en rotation. Or, un disque stable, c'est délicat, c'est une chorégraphie. Ça exige que le gaz ait perdu de l'énergie mais conserve du moment angulaire, que les perturbations ne détruisent pas tout, que les collisions ne transforment pas la danse en bagarre générale. Dans le jeune univers, tout est censé être violent. Des fusions à répétition, des poches de gaz turbulentes, des gradients de densité brutaux. Les disques devraient être rares, fragiles, brisés. Les galaxies devraient ressembler à des taches irrégulières, à des grumeaux lumineux. Alors pourquoi voit-on des objets qui ont l'air d'avoir déjà appris à tourner avec élégance? À ce stade, certains scientifiques murmurent un mot qui fait grincer les dents. Tension. Une tension entre observation et modèle. C'est une façon polie de dire « il y a un caillou dans la chaussure et il commence à saigner ». Deuxième torsion. On pourrait croire que le problème c'est juste la taille. Elles sont trop grosses. Mais parfois, c'est l'inverse. Elles sont trop petites pour ce qu'elles font. Certaines galaxies semblent produire des quantités de lumière et de formations stellaires démentes dans un volume minuscule, comme si on avait compressé une métropole dans un studio. Cette densité implique des conditions extrêmes. Gaz ultra concentré, pression énorme, feedback violent. Et pourtant, elles tiennent, comme des bulles de savon qui refusent d'éclater. Tu sens l'ambiance? C'est un récit de créatures qui apparaissent là où elles ne devraient pas, et qui persistent comme si les règles étaient des suggestions. Et le plus perturbant, c'est que ce genre d'anomalie ne vient pas seul. L'univers, quand il te contredit, ne le fait pas à moitié. Il t'offre une cascade de détails qui, mis bout à bout, ressemblent à une signature. Par exemple, la poussière. La poussière cosmique, ce n'est pas juste de la saleté. Ce sont des grains complexes, fabriqués dans les atmosphères d'étoiles et dans les explosions de supernovae. Pour obtenir beaucoup de poussière, il faut des générations d'étoiles, des cycles de vie, des morts, des recombinaisons. Ça prend du temps. Donc, très tôt dans l'univers, on s'attend à peu de poussière, ou du moins pas à des quantités massives. Et pourtant, certaines galaxies précoces semblent déjà poussiéreuses, déjà riches, déjà évoluées chimiquement, comme si elles avaient vécu plusieurs vies en quelques instants. Et là, troisième torsion, la plus dérangeante. Quand la poussière et le gaz sont présents en abondance, on s'attend à une activité intense, oui, mais aussi à un chaos lumineux, à des signatures spectrales précises. Or, certaines observations suggèrent des populations d'étoiles qui paraissent étonnamment vieilles pour l'époque, comme si une partie des étoiles avait déjà eu le temps de vieillir, de rougir, de s'installer. Tu vois ce que ça implique? Pour qu'une galaxie jeune contienne déjà une population d'étoiles relativement mature, il faut qu'elle ait commencé à former des étoiles encore plus tôt que trop tôt. C'est comme si on trouvait, dans un album photo daté jour 3, des clichés d'un enfant qui a déjà 15 ans. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand l'univers se comporte comme un faussaire? Acte 1, c'est ce malaise. On découvre le mensonge. On sourit d'abord, comme devant un tour de magie. Puis on se rend compte que le magicien n'est pas sur scène. Il est dans les lois de la nature elle-même.
Acte 2 commence quand on essaie de sauver l'histoire officielle, et que chaque tentative ouvre une nouvelle fissure. Première tentative. Ce sont des trous noirs. Voilà une idée séduisante, presque romantique. Les trous noirs supermassifs au centre des galaxies peuvent avaler de la matière, briller via leur disque d'accrétion, produire des quasars. Ils peuvent rendre un objet très lumineux et donner l'illusion d'une galaxie énorme. Peut-être qu'on confond une galaxie monstrueuse avec un noyau actif surpuissant, sauf que ça ne résout pas tout, parce que beaucoup de ces objets ne ressemblent pas uniquement à des points de lumière de trous noirs. Certains montrent une extension, une structure, et même si un trou noir contribue à la luminosité, il faut quand même expliquer d'où vient la masse d'étoiles. Ou au moins la masse de gaz nécessaire pour alimenter ce monstre. Et là, on retombe sur la même question. Comment accumuler autant, aussi vite? Deuxième tentative. Le rendement de formation stellaire est plus élevé au début. En clair, peut-être que les premières galaxies sont plus efficaces, qu'elles convertissent le gaz en étoiles avec une brutalité supérieure à ce que nos modèles supposent. Peut-être que les supernovae expulsent moins de matière, ou que le gaz se refroidit plus vite, ou que les halos de matière noire concentrent mieux la nourriture. Oui, peut-être, mais alors, on crée une autre tension. Si les premières galaxies étaient tellement efficaces, elles auraient modifié l'univers autour d'elles de manière spectaculaire. Elles auraient ionisé le gaz intergalactique plus tôt, elles auraient inondé le cosmos de photons énergétiques, elles auraient laissé des traces globales. Et là, on doit vérifier que tout le reste du puzzle cosmologique reste cohérent. Troisième tentative. Les distances sont surestimées. C'est la tentative la plus humaine. On s'est trompé de chiffres. Si ces galaxies sont en réalité plus proches, elles sont moins anciennes, donc moins impossibles. Sauf que plus on affine, plus certaines restent obstinément lointaines, comme si elles tenaient à leur rôle de scandale. Et pendant que les chercheurs discutent, il se passe un phénomène étrange. Le public découvre ces histoires et les transforme en légendes instantanées, des galaxies interdites, des objets qui brisent la physique, des titres qui claquent. Et dans ce vacarme, une nuance importante se perd. La science n'est pas en train de s'écrouler. Elle est en train de se défendre, de s'adapter, d'être testée, mais ce test a quelque chose de viscéral, parce qu'il touche à notre confort. Nous aimons croire que l'univers est un récit lent, ordonné, presque pédagogique, une progression, un manuel. Et là, on voit des pages arrachées, des chapitres entiers sautés, et des illustrations trop détaillées au début du livre. Maintenant, je veux que tu visualises une scène, pas dans un labo, dans le cosmos lui-même. Un halo de matière noire, invisible, froid, immense, comme une cage. À l'intérieur, du gaz tombe, mais pas doucement. Il dégringole. Il s'écrase, chauffe, se tord, se fragmente. Des poches s'effondrent, allument des étoiles massives qui vivent vite et meurent violemment. Chaque explosion souffle des bulles, répand des éléments lourds, fabrique de la poussière. Le tout, en accéléré. Comme si tu regardais un film où une ville est construite, détruite et reconstruite en quelques secondes. Et au centre, peut-être, un embryon de trou noir qui grossit à une vitesse obscène, avalant la matière, crachant des jets, sculptant l'environnement. C'est une cuisine où tout bout en même temps, où les casseroles débordent, où l'air est saturé de fumée. Ce tableau, c'est ce que nos modèles essaient de rendre plausible. Une formation de galaxies sous stéroïdes. Une enfance qui saute l'adolescence. Mais il y a une limite. Même un univers violent a des contraintes. La gravité, la thermodynamique, la quantité de matière disponible, la vitesse à laquelle la lumière et l'information peuvent voyager, on ne peut pas juste dire plus vite sans payer un prix. Et c'est là que le récit devient dangereux, dans le bon sens. Parce qu'au fond, l'idée de galaxies impossibles n'est pas seulement une curiosité. C'est un couteau posé sur la table, dont la lame pointe vers nos hypothèses les plus fondamentales. Comment la matière noire se regroupe-t-elle réellement? Quelle est l'efficacité réelle de formation des étoiles dans les premiers halos? Les lois et paramètres cosmologiques que nous utilisons sont-ils exactement ceux-là? Nos méthodes d'estimation de masse et d'âge dans l'univers lointain sont-elles biaisées? Et surtout, qu'est-ce qu'on appelle impossible quand on parle d'un cosmos qui n'a pas demandé notre avis? Tu sens la montée? Bien, parce qu'on n'a même pas encore touché le cœur le plus dérangeant. Certaines de ces galaxies ne semblent pas seulement trop grosses, elles semblent trop lisses, trop calmes. Comme des prédateurs qui ne laissent pas de traces,
Dans un univers jeune, la lumière devrait être criblée d'indices de bataille. Raies d'émissions fortes, signatures de gaz ionisés, turbulences. Et parfois, oui, on les voit, mais parfois, on tombe sur des spectres qui donnent une impression étrange de maturité, comme si la galaxie avait déjà trouvé son équilibre, alors que le décor cosmique est censé être un chantier en flammes. Et là, ton cerveau fait ce que le cerveau humain fait toujours. Il invente une histoire où l'univers cache un raccourci, une histoire où certaines régions auraient eu une densité initiale plus élevée, une chance statistique, un tirage cosmique exceptionnel, comme gagner à la loterie, plusieurs fois d'affilée. Mais plus la liste de ces objets grossit, plus l'argument de la loterie commence à sonner comme une excuse. Et il y a une image qui me hante, et que je veux te laisser avant de continuer. Imagine un aquarium géant, le tout premier aquarium du monde. On vient de verser l'eau. On n'a pas encore mis de plantes. On n'a pas encore ajouté de poissons. Et pourtant, quand on allume la lumière, il y a déjà un requin adulte qui tourne, lentement, parfaitement à l'aise, comme s'il avait toujours vécu là. Il te regarde. Et dans son œil, il y a une question silencieuse. Alors, tu croyais que tu savais comment ça commence? Tu es ici pour les requins? Dans la suite, on va entrer dans les cas les plus extrêmes. Des galaxies massives apparues si tôt qu'elles forcent les cosmologistes à recalculer des scénarios entiers, des disques qui tournent là où il ne devrait y avoir que des grumeaux, et des mécanismes possibles, parfois terrifiants, qui pourraient expliquer cette croissance accélérée. Et il y aura un twist. L'une des solutions les plus raisonnables pourrait rendre l'univers encore plus inquiétant. Pas moins. La chasse change de nature dès qu'on quitte les phrases vagues du genre « trop tôt » pour entrer dans les gestes concrets. Comment? On pèse une galaxie qui n'est même pas une tache nette. Comment on lui demande son âge, alors qu'elle n'a laissé qu'un murmure de lumière? Et comment cette lumière peut mentir? Parce que voilà la vérité brutale. L'univers lointain n'est pas un musée bien éclairé. C'est une morgue à travers une vitre embuée. Tu vois des formes, tu devines des volumes, mais tu n'as pas accès aux détails. Et pourtant, tu dois prononcer un verdict. Jeune, massive, ancienne, impossible. Des mots lourds, posés sur des photons qui ont voyagé plus longtemps que n'importe quelle civilisation. On commence par le premier piège. La distance. Plus une galaxie est loin, plus sa lumière est étirée par l'expansion de l'espace. Le bleu devient rouge. L'ultraviolet glisse vers l'infrarouge. Ça s'appelle le décalage vers le rouge. Et c'est la clé, mais c'est aussi une zone de tromperie. Dans les données, une galaxie très lointaine ressemble souvent à un objet qui disparaît dans certains filtres et apparaît dans d'autres. Comme un visage qui n'existerait qu'à certaines longueurs d'onde, ce saut, cette rupture, peut trahir l'absorption de la lumière par l'hydrogène entre les galaxies, signe qu'on regarde très tôt, sauf que la poussière, elle aussi, peut faire disparaître la lumière. Et certains objets plus proches, riches en poussière, imitent le masque des objets très lointains. Alors les équipes observent, recoupent, modélisent, elles font parler la forme du spectre. Une pente rouge, une bosse, une cassure. Elles estiment la masse stellaire en comparant la luminosité à des bibliothèques de populations stellaires simulées, et c'est là qu'un mot discret devient un démon. Le modèle. Parce qu'estimer une masse stellaire, c'est comme estimer le poids d'une foule en ne voyant que sa silhouette projetée sur un mur. Tu dois supposer combien il y a d'enfants, d'adultes, de géants, combien de lampes sont allumées, combien de fumée brouille l'air, une petite modification. Un peu plus de poussière, un peu moins de métaux, une autre distribution de masse d'étoiles à la naissance. Et la galaxie peut perdre la moitié de son poids sur le papier ou en gagner le double. Et pourtant, malgré les incertitudes, certaines candidates reviennent, encore et encore, avec un parfum d'obstination. Elles ne sont pas juste peut-être grosses, elles sont trop lumineuses dans l'infrarouge, trop riches en lumière stellaire déjà installée. Certaines semblent exhiber une cassure de type Balmer. Une signature qui, dans beaucoup de cas, indique qu'une population d'étoiles a déjà eu le temps de vieillir un peu, que le feu initial n'est plus le seul acteur sur scène. Tu vois le malaise. Si, à une époque où l'univers devrait être en train d'apprendre à allumer ses premières lampes, tu détectes déjà l'éclairage doux d'une salle où les néons ont été remplacés par des ampoules vieillies, c'est que quelqu'un est arrivé avant l'ouverture officielle. Et là, twist numéro 1, le genre de twist qui fait grincer la science comme un escalier trop vieux. Parfois,
quand on obtient enfin des spectres détaillés, pas seulement des points de couleur, mais une vraie empreinte. Certains monstres se révèlent être des imposteurs. Ils étaient plus proches. Ils étaient poussiéreux. Ils étaient amplifiés par une lentille gravitationnelle, ou ils n'étaient pas une galaxie unique, mais un alignement de plusieurs sources, une chimère, cousue par la distance. Pendant quelques semaines, le monde respire. Ah, on s'est fait peur. Puis une nouvelle vague arrive. Et le même film recommence, mais avec des détails différents. Parce que même quand tu enlèves les imposteurs, il reste des objets qui ne se laissent pas réduire à une simple erreur de perspective. Il reste trop quelque chose. Trop compact, trop efficace, trop rapide. Et le plus troublant, c'est que certains ne crient pas comme des adolescents en feu. Ils chuchotent comme des adultes. Oui, il y a des galaxies précoces qui ne se contentent pas de produire frénétiquement des étoiles, mais qui montrent des signes un ralentissement, d'une régulation, comme si la fête était déjà terminée. On n'est pas censé voir ça si tôt. Et c'est là que le récit devient viscéral. Comment une galaxie peut-elle brûler son carburant à une vitesse délirante, se remplir d'étoiles, enrichir son gaz, produire de la poussière, puis calmer le jeu? Tout ça avant que l'univers n'ait eu le temps de vieillir correctement? Pour comprendre l'horreur élégante de ce scénario, imagine une bougie qui n'est déjà presque consumée. Elle s'allume, elle flambe, et avant même que tu aies compris qu'elle était allumée, la flamme baisse, stable, contrôlée, comme si la cire avait appris la discipline. Cette discipline, en cosmologie, a un nom. Quenching. L'extinction de la formation d'étoiles. Et même si les exemples les plus sûrs de galaxies éteintes sont souvent un peu plus tardifs que les tout premiers âges, le simple fait de voir des candidates très massives, déjà structurées, déjà sur une trajectoire de maturité, introduit une idée insupportable. Certaines galaxies auraient vécu une vie complète à l'intérieur d'un monde qui n'était pas encore vraiment né. Mais les anomalies les plus spectaculaires, celles qui font éclater les écrans de contrôle, ce sont les usines. Les galaxies qui transforment leur gaz en étoiles à un rythme qui ressemble à une fuite en avant. Là, on quitte la poésie pour entrer dans le carburant. Quand une galaxie produit des étoiles à un rythme normal, c'est comme une ville qui construit quelques bâtiments par an. Mais certaines, très loin, très tôt, semblent construire des quartiers entiers à chaque battement de cœur cosmique. On parle de starbursts, des flambées de formations stellaires. Et dans certains cas, ces starbursts sont cachés par de la poussière, donc invisibles en lumière classique. Comme des incendies derrière un rideau de fumée, tu ne les vois pas directement, tu vois leur chaleur. La poussière absorbe la lumière des étoiles et la réémet dans l'infrarouge lointain et le millimétrique. C'est une signature presque obscène. Plus la galaxie est cachée, plus elle peut briller dans ses longueurs d'onde, comme un corps, fiévreux sous une couverture, et quand on détecte ces galaxies poussiéreuses, on se retrouve face à des chiffres qui donnent le vertige. Une activité tellement intense qu'en quelques dizaines de millions d'années, elles peuvent fabriquer une masse stellaire énorme. Et là, twist numéro 2. Le problème n'est pas seulement « elles existent tôt ». Le problème est « elles existent tôt » et elles sont déjà poussiéreuses. Or la poussière, c'est la mémoire des morts stellaires. C'est comme trouver des ossements et des bijoux dans une maison censée être fraîchement construite. Comment produire autant de poussière si vite? Il faut des étoiles massives qui explosent en supernova, et d'accord? Mais il faut aussi que cette poussière survive dans un environnement violent, où les ondes de choc peuvent la détruire. Il faut qu'elle s'accumule, qu'elle se mélange, qu'elle s'organise. On a l'impression d'un atelier qui fabriquerait des vitraux pendant un bombardement. C'est là que certains scénarios deviennent presque cinématographiques. Imagine une galaxie qui naît dans un endroit du cosmos où les densités sont extrêmes. Un nœud, un carrefour, un point où la matière tombe comme un torrent. Pas une rivière tranquille. Un gouffre qui avale des flux de gaz froid, des courants cosmiques, des filaments qui alimentent sans relâche la galaxie comme des perfusions. Tant que l'alimentation continue, l'usine peut tourner à pleine puissance, sans mourir d'épuisement. Ça, c'est une idée qui rassure un peu. Pas besoin de magie, juste un environnement chanceux. Sauf que ce mot « chanceux » commence à suinter. Parce qu'un environnement trop chanceux, répété trop souvent, ressemble à une règle cachée. Et une règle cachée, ça veut dire qu'on ne connaît pas vraiment la partie. Alors on pousse plus loin. Si les filaments alimentent la galaxie,
Pourquoi ne la détruisent-ils pas? Si les collisions et la turbulence sont si fortes, comment certains objets affichent-ils des rotations cohérentes? Comment un disque peut-il émerger au milieu d'une pluie de gravats? Et là, les simulations entrent en scène. Des univers numériques où l'on règle des paramètres, où l'on change l'efficacité du refroidissement, où l'on modifie la force des vents stellaires, où l'on ajuste l'agressivité des trous noirs. Et dans ces univers numériques, on peut parfois fabriquer des galaxies massives tôt, mais souvent au prix de compromis dangereux. Tu dois rendre les vents moins efficaces, ou rendre la formation d'étoiles plus brutale, ou permettre au gaz de rester froid malgré la violence. Chaque solution sauve une partie du problème et en crée une autre. C'est à ce moment que l'enquête devient presque paranoïaque. Si chaque anomalie est résolue par un ajustement, combien d'ajustements? Avant que le modèle ne soit plus un modèle, mais une collection de pansements? Et c'est là que l'univers te tend un autre miroir, encore plus humiliant. Certaines des galaxies impossibles ne sont pas juste massives, elles sont trop compactes. Leur masse semble tenir dans un espace ridiculement petit. Sur les images, c'est une tache dense, serrée, comme un noyau de fruits. Or, quand la masse se concentre ainsi, la gravité devient féroce. Les vitesses de rotation doivent être élevées, les collisions internes devraient être fréquentes. Les étoiles se forment dans des conditions de pression qui, sur Terre, relèveraient de la science-fiction. Mais ces objets ne se désintègrent pas, ils se maintiennent. Comme si la nature avait trouvé un moyen d'emballer une galaxie sous vide. Tu veux une image qui colle à la peau? Imagine une ville entière construite à l'intérieur d'un crâne. Et pourtant, les rues restent alignées, une architecture comprimée mais stable. Ça te donne presque envie de détourner les yeux, comme devant quelque chose de trop serré, trop dense, qui défie ton intuition corporelle. Et là, twist numéro 3. Celui qui fait basculer le récit dans l'inquiétant. Et si une partie de ces objets n'était pas ce que on croit, non pas parce qu'ils sont plus proches, mais parce qu'ils sont plus étranges, il existe une possibilité subtile. Certaines galaxies pourraient héberger des noyaux extrêmement actifs, des trous noirs en croissance, dont la lumière, au lieu de se présenter comme un point évident, se mélange à la lumière stellaire dans les longueurs d'onde observées, pas un quasar flamboyant facile à repérer, mais un moteur partiellement masqué, qui gonfle la luminosité, change les couleurs, et fait croire à une population d'étoiles plus massive ou plus âgée. En d'autres termes, un cœur cannibale, caché derrière des rideaux, qui te vend l'illusion d'une galaxie mature alors que ce que tu vois, c'est une cuisine infernale de matière en train d'être avalée. Si c'est vrai, ça ne résout pas tout, mais ça change le type d'horreur. Parce que ça veut dire que, très tôt, l'univers n'a pas seulement fabriqué des galaxies, il a fabriqué des trous noirs qui ont grandi comme des parasites géants, plus vite que prévu, assez vite pour influencer la naissance même des galaxies, et cette idée ouvre une porte encore plus grande. L'histoire des galaxies impossibles est peut-être aussi l'histoire des trous noirs impossibles. Tu sens le piège narratif? On est venu pour des galaxies, et on se retrouve à suivre une piste qui mène à des gouffres. Mais attends, parce qu'il y a encore une couche de tromperie, une couche presque psychologique. Quand on dit « cette galaxie est trop massive », on compare souvent sa masse estimée à la masse des halos attendus à cette époque. Autrement dit, on compare ce qu'on croit voir en étoiles à ce qu'on pense possible en gravité. Mais si nos hypothèses sur la répartition de la matière, visible et invisible, au tout début sont légèrement fausses, tout le château de cartes se déplace. Et là, sans prononcer de grands mots interdits, certains commencent à chuchoter des idées qui sentent l'orage. Des idées comme « et si la matière noire ne se comportait pas tout à fait comme on l'imagine dans les premières centaines de millions d'années? Et si elle était plus grumeleuse ou, au contraire, plus lisse? Et si une petite composante d'énergie ou de dynamique cosmique, au tout début, avait accéléré la croissance des structures? Pas assez pour casser tout, mais assez pour donner un coup d'avance à certains endroits. Ce genre d'hypothèse, c'est un peu comme suspecter que le terrain de jeu est incliné, pas beaucoup. Juste assez pour que certaines billes roulent plus vite, et que tu confondes ça avec un miracle. Mais attention, plus tu changes le terrain, plus tu dois expliquer pourquoi les autres billes semblent quand même obéir au jeu connu. Tu ne peux pas incliner la table sans que tout le monde le remarque. À moins que l'inclinaison ne soit temporaire, ou localisée, ou camouflée. Et ça, c'est le genre de possibilité qui fait naître un frisson. Un univers qui aurait eu un épisode, un moment de croissance accélérée. Une phase où les structures se seraient reformées plus facilement,
puis où tout aurait ralenti. Comme une poussée de fièvre cosmique. Tu vois ce que ça ferait au récit? Ça veut dire qu'au début, les règles n'étaient pas simplement les mêmes, mais avec moins de matière organisée. Peut-être qu'elles étaient légèrement différentes dans leurs effets. Et si c'est vrai, alors les galaxies impossibles ne sont pas des anomalies isolées. Elles sont des fossiles d'un épisode que nous n'avons pas encore compris. Et pendant que cette hypothèse flotte, un autre twist vient du côté le plus banal et le plus cruel. La comptabilité. Et si, au fond, les galaxies n'étaient pas aussi massives qu'on le croit? Parce que nos méthodes surestiment la masse dans ces régimes extrêmes? C'est là qu'intervient un détail technique qui ressemble à une astuce de prestidigitateur. Certaines raies d'émissions très fortes, des signatures de gaz ionisés, peuvent contaminer les filtres photométriques et faire paraître une galaxie plus brillante dans une bande donnée. Plus brillante, donc plus massive, si on interprète ça comme de la lumière d'étoile, c'est une erreur subtile. Tu pèses l'orchestre en comptant aussi le son de la salle. Quand on corrige ça, certaines masses diminuent, certaines tensions se relâchent, mais pas toutes. Il reste des cas où, même en étant prudent, même en retirant les biais les plus connus, il persiste une sensation. Il y a trop de lumière pour si peu de temps. Et c'est exactement là que le suspense se resserre. On ne peut plus s'en sortir avec une seule explication universelle. Les galaxies impossibles ne forment pas une espèce unique. Elles ressemblent plutôt à une famille de crimes commis avec des méthodes différentes, mais dans la même ville. Certaines sont des usines poussiéreuses, cachées, brûlantes. Certaines sont des objets ultra compacts, presque claustrophobes. Certaines semblent déjà sur la voie de la maturité. Certaines portent peut-être un trou noir masqué au centre. Certaines sont amplifiées par la gravité d'un voisin, comme un mensonge grossi au mégaphone. Et certaines, oui, se révèlent être des erreurs. Mais même les erreurs, ici, ont un goût particulier. Elles te montrent à quel point il est facile de se tromper quand tu regardes l'univers à travers des trous de serrure. Maintenant, laisse-moi te donner un moment de cinéma pur, un plan séquence mental. Une galaxie très lointaine, invisible en lumière. Classique, se trahit en millimétrique. Tu la vois comme une lueur froide sur un fond noir. Tu la traduis en température, en poussière, en masse de gaz. Et quand tu fais les calculs, tu comprends que cette chose est en train de transformer du gaz en étoile à une cadence qui, si elle durait, construirait une grande galaxie en un clin d'œil, puis tu réalises qu'elle est si compacte que la surface sur laquelle tout ça se passe est minuscule. C'est comme si toute la production d'une planète entière avait lieu dans une seule pièce. Et dans cette pièce, tu imagines le bruit. Pas un bruit audible, mais le fracas des supernovae, les vents, les chocs, les radiations. Une fournaise. Un endroit où, si tu pouvais y envoyer un corps, il serait réduit en plasma avant d'avoir compris qu'il était arrivé. Et malgré ça, la galaxie tient, elle tourne peut-être. Elle accumule peut-être, elle survit assez longtemps pour que sa lumière arrive jusqu'à toi. Le dégoût ici n'est pas un dégoût de saleté. C'est un dégoût de disproportion. L'impression que quelque chose a été compressé au-delà du raisonnable et que ça continue à fonctionner, c'est ce genre d'image qui fait qu'on ne peut pas décrocher. Parce qu'au fond, ce que tu regardes, ce n'est pas seulement une anomalie statistique. C'est un test de résistance des lois que nous aimons. Des lois qui nous donnent l'impression que le monde est compréhensible. Et maintenant, on arrive au point où l'acte 2 commence à basculer vers l'acte 3. Parce qu'il y a une question qui devient inévitable, une question qui n'est plus « comment est-ce possible ?» Mais qu'est-ce que nous sommes prêts à changer pour que ça devienne possible? Dans la prochaine partie, on va entrer dans les explications les plus radicales. Pas des fantasmes, mais des pistes réelles qui, si elles se confirment, changent la texture de l'univers jeune. On parlera de graines de trous noirs nées trop grosses, de scénarios de collapsus direct, d'une possible phase cosmique qui accélère la formation des structures et d'un piège narratif délicieux. L'idée que l'explication la plus simple pourrait rendre l'univers encore plus terrifiant, parce qu'elle implique que le cosmos sait produire des monstres de manière naturelle. Il y a un moment, dans ce type d'enquête, où tu comprends que tu n'es plus en train de demander « qu'est-ce qu'on a mal mesuré ?» mais « qu'est-ce qu'on a sous-estimé dans la nature ?» Et c'est là que l'histoire devient dangereusement belle, parce que les solutions possibles ne sont pas toutes des corrections modestes. Certaines sont des portes. Et derrière ces portes, il n'y a pas une réponse rassurante. Il y a un univers où les monstres ne sont pas des exceptions,
mais des conséquences. On commence par le noyau le plus sombre. Les graines de trous noirs. On sait qu'au centre de nombreuses galaxies, il y a un trou noir supermassif. Le nôtre, au cœur de la Voie lactée, est un monstre relativement calme, mais ailleurs, certains avalent de la matière comme s'ils n'avaient jamais connu la satiété. Et très loin, très tôt, on observe des quasars, des phares cosmiques, qui impliquent des trous noirs déjà gigantesques à une époque où, intuitivement, ils n'auraient pas eu le temps de grandir. Et si ça te semble déjà absurde, accroche-toi. Cette absurdité touche directement nos galaxies impossibles, parce que la croissance des trous noirs et celle des galaxies sont liées. Si tu changes l'un, tu modifies l'autre. Tu touches à une corde, et toute la toile vibre. Le scénario classique pour faire un gros trou noir, c'est de commencer petit. Une étoile massive s'effondre, laisse un trou noir, de quelques masses solaires, puis il avale, avale, sur des centaines de millions d'années. Mais il y a une limite à la vitesse d'ingestion. À mesure qu'il mange, il brille, et cette lumière pousse la matière vers l'extérieur, comme un feu qui repousse son propre carburant. Donc, pour obtenir très tôt un trou noir énorme, tu dois soit le nourrir d'une façon illégale, plus vite que ce frein lumineux, ne le permet en moyenne, soit, et c'est la version la plus troublante, tu dois commencer avec une graine déjà gigantesque. Et là, tu arrives dans une zone où la cosmologie ressemble à un film d'horreur intellectuelle. Le collapsus direct. Imagine un nuage de gaz primordial, presque sans métaux, dans un halo massif. Ce gaz se refroidit, tombe, mais au lieu de se fragmenter en milliers d'étoiles, il reste relativement d'un seul bloc, comme une masse visqueuse qui refuse de se casser. Si les conditions sont justes, et juste, ici, veut dire cruel. Assez de chaleur, assez de radiation, assez de dynamique. Le nuage peut s'effondrer directement en un objet énorme. Une sorte d'étoile supermassive transitoire qui finit par devenir un trou noir déjà massif. Pas un bébé, un adolescent déjà armé. Cette idée, si elle se confirme, est une explication séduisante. Un trou noir massif apparaît tôt. Il attire le gaz, il accélère. La croissance, il peut contribuer à la luminosité. Il peut influencer la formation d'étoiles. Tout ça peut aider à produire des galaxies qui semblent trop quelque chose. Mais maintenant, respire. Parce que ce n'est pas juste une explication. C'est une menace narrative. Si la nature sait produire des trous noirs massifs par collapsus direct, alors des conditions extrêmes peuvent exister très tôt, et peut-être dans plusieurs endroits. Le jeune univers n'était pas seulement un terrain vague, c'était un laboratoire brutal, où certaines régions ont sauté des étapes. Et ce saut, c'est exactement ce qui nous hante. Les étapes sautées. Twist numéro 1 de cette partie. On croit souvent que plus de trous noirs rend l'univers plus chaotique. Et c'est vrai. Mais ça peut aussi le rendre plus organisé, d'une manière contre-intuitive. Comment? Par la régulation, un trou noir qui avale beaucoup de matière peut produire un feedback. Des jets, des vents, de la radiation qui chauffe le gaz et l'empêche de continuer à former des étoiles. Ça peut éteindre une galaxie, ou au moins la calmer. Donc, un noyau actif peut à la fois accélérer une phase de croissance, en attirant, en concentrant, en déclenchant des chocs. Et ensuite, la freiner, en soufflant, en chauffant. Résultat, une galaxie peut avoir une enfance monstrueuse et une maturité précoce, une adolescence compressée en un éclair. Et là, soudain, ces galaxies qui paraissent trop adultes, trop calmes, trop tôt, deviennent moins mystérieuses, mais plus inquiétantes. Elles auraient été dressées par un prédateur central, comme un animal qui apprend à chasser puis à se coucher. Mais ce scénario a un prix. Il faut expliquer comment le gaz a réussi à atteindre le trou noir en quantité suffisante au tout début. Et ce n'est pas trivial, parce que le gaz a tendance à former des étoiles avant de tomber jusqu'au centre. Il faut un mécanisme pour canaliser la matière, pour la faire glisser vers le cœur, comme de l'eau dans un entonnoir. C'est là qu'entre une autre idée. Les flux froids, les filaments cosmiques. Dans la toile cosmique, la matière n'est pas répartie au hasard. Elle s'organise en filaments et en nœuds. Ces filaments peuvent guider le gaz vers les halos, alimenter les galaxies comme des artères. Dans le jeune univers, ces flux peuvent être particulièrement efficaces. Le gaz arrive froid, dense, rapidement. Pas besoin d'attendre qu'il se refroidisse pendant une éternité.
Il arrive déjà prêt à tomber. Maintenant, visualise ça comme une scène corporelle, presque organique. Une galaxie naissante comme un organe greffé, relié à des veines géantes qui pompent de la matière. Tant que les veines battent, l'organe gonfle. La croissance devient une conséquence mécanique, pas un miracle. Sauf que, twist numéro 2. Si le flux est trop intense, il ne nourrit pas seulement, il agite. Il peut déstabiliser, alors comment obtenir des disques en rotation? Des structures propres? Il y a une réponse possible. La rotation n'est pas un luxe fragile. C'est parfois un moyen de survivre. Un disque en rotation peut agir comme un réservoir ordonné, un mécanisme qui répartit l'énergie, qui évite l'effondrement total en un point. C'est paradoxal. Le mouvement organisé peut naître de l'afflux chaotique, comme un tourbillon qui se forme dans un fleuve turbulent, mais pour que ça marche, il faut des conditions précises, que l'apport de moments angulaires soit cohérent, que les fusions ne soient pas trop destructrices, que le gaz puisse se refroidir assez sans s'atomiser. Autrement dit, c'est possible, mais c'est fin. Et plus une solution est fine, plus elle ressemble à une coïncidence répétée. Et une coïncidence répétée, c'est ce qui fait peur aux scientifiques. Ça ressemble à une loi qu'on n'a pas encore nommée. Alors on avance encore, et on touche une piste encore plus dérangeante. La distribution des masses stellaires à la naissance. Ce qu'on appelle l'IMF. Sans entrer dans les sigles comme dans un manuel, en gros, quand des étoiles naissent, elles ne naissent pas toutes avec la même masse. Beaucoup de petites, quelques grosses, et ce mélange influence tout. La luminosité d'une galaxie, la quantité de supernovas, la production d'éléments lourds, la poussière, la vitesse à laquelle l'environnement est ionisé, si, dans le jeune univers, les étoiles naissaient avec un mélange différent. Par exemple, plus d'étoiles massives que prévu. Alors, une galaxie pourrait paraître plus lumineuse pour une masse stellaire donnée, pourrait produire des métaux et de la poussière plus vite, pourrait changer le rythme de la rayonisation. Ça pourrait atténuer certaines tensions. Mais là vient le twist numéro 3. Cruel. Si tu changes ce mélange, tu changes aussi la durée de vie lumineuse, la signature spectrale, la façon dont tu infères la masse à partir de la lumière. En d'autres termes, tu modifies le thermomètre et tu t'étonnes que la température change. C'est une solution qui ressemble à une correction, mais qui peut aussi déplacer l'erreur ailleurs. Et surtout, c'est une solution qui rend le récit plus visqueux, plus ambigu. L'univers pourrait te donner exactement les observations, qui te font croire à une galaxie massive, alors qu'une partie de cette masse est une illusion de luminosité due à un excès d'étoiles massives. Sauf que même ça ne suffit pas toujours. Parce que même si tu réduis les masses, il reste des objets extrêmement compacts et actifs, des galaxies poussiéreuses gigantesques, des disques précoces. Il reste une impression de vitesse, et c'est là qu'on arrive au point où les hypothèses deviennent vraiment explosives. Et si la matière noire elle-même, ou l'expansion cosmique à très haute époque, avait un comportement légèrement différent de ce que nous utilisons dans nos modèles? Je ne vais pas te vendre un complot cosmique, mais imagine un scénario minimaliste. Un petit changement dans la façon dont les structures grandissent, au tout début. Pas un changement qui renverse tout, juste un coup de pouce précoce, une phase transitoire où les fluctuations de densité deviennent non linéaires plus vite, où les halos massifs apparaissent un peu plus tôt et en plus grand nombre. Ce serait suffisant pour rendre moins improbables ces galaxies qui semblent tomber en grappe. Comment un tel coup de pouce pourrait-il exister? Plusieurs idées circulent. Une composante additionnelle d'énergie à une époque donnée, des propriétés de matière noire qui modifient la formation des petits halos, ou au contraire favorisent l'apparition rapide de certains gros halos, ou des interactions qui changent la dissipation d'énergie du gaz. Le problème, c'est que l'univers est un système de contraintes croisées. Tu touches à une vis et d'autres pièces grincent. Le fond diffus cosmologique, la distribution des galaxies plus tard, les abondances d'éléments légers, l'évolution des amas. Il faut que tout reste cohérent. Donc ces hypothèses sont délicates, mais elles ont une force narrative terrifiante. Elles transforment les galaxies impossibles en indices d'une physique légèrement différente aux premiers instants. Des traces fossiles d'une phase où la réalité avait une texture autre. Et là, j'ai besoin de te donner une image, parce que sans image, ça reste abstrait. Imagine que l'univers est une pâte à pain. Dans notre histoire, on la laisse lever lentement,
Mais si, au début, la levure a été plus active pendant quelques minutes, puis s'est calmée, tu peux obtenir des bulles plus grosses plus tôt. Et plus tard, quand tu vois ces bulles dans la mie, tu peux croire à un accident. Mais non, c'était une phase de levée différente, oubliée. Les galaxies, trop tôt, seraient de ces bulles. Et maintenant, on touche un point qui fait monter la tension comme une corde comptant trop. La rareté statistique. Même si chaque galaxie impossible a une explication plausible, le vrai scandale pourrait être leur nombre. Ce n'est pas seulement une anomalie, c'est une fréquence. Et la fréquence, en cosmologie, est une arme, parce qu'elle te force à réviser ce que tu croyais être typique. Et c'est là qu'arrive le twist numéro 4, celui qui fait basculer la narration dans une forme de piège. Il est possible que l'univers ne soit pas en train de briser les lois, mais que nous soyons en train de mal lire ce qu'on appelle lois à ces époques, parce que nos lois sont souvent calibrées par le présent. On observe des galaxies proches, on comprend leurs mécanismes, on extrapole vers le passé, mais le passé est un autre pays. Les densités étaient plus élevées, les temps de refroidissement différaient, les champs de radiation étaient différents, les métaux étaient rares, le gaz était plus pur, et dans un environnement plus dense, certaines choses peuvent se produire plus vite. Donc, peut-être que les galaxies précoces ne sont pas des tricheuses. Peut-être qu'elles sont des versions de la galaxie que nous connaissons, mais jouées sur un tempo plus rapide, dans une salle où l'air est plus lourd. Mais voilà le piège. Si c'est vrai, alors notre intuition humaine de la lenteur cosmique est fausse. L'univers peut construire des cathédrales en un éclair, tant que les conditions sont réunies. Et ça, c'est une leçon inquiétante. Les monstres ne sont pas des accidents. Ils sont des produits standards d'un environnement extrême. Tu comprends? Ça veut dire que l'univers n'a pas besoin de magie pour fabriquer l'impossible. Il a juste besoin d'un endroit où les densités et les flux s'alignent. Et pourtant, il reste une dernière couche, la plus insidieuse, la plus sale émotionnellement. La sélection. Nous ne voyons pas le jeune univers comme il est. Nous le voyons à travers des biais. On détecte plus facilement ce qui brille, ce qui est amplifié, ce qui est extrême. Le calme et le discret se perdent. C'est comme si, dans une ville, tu ne pouvais entendre que les cris et jamais les murmures. Puis tu concluais que tout le monde hurle en permanence. Donc il est possible que notre échantillon de galaxies précoces soit rempli de records, des objets rares mais plus visibles, et que, statistiquement, l'univers soit plus raisonnable que la légende. Mais même ce biais a une limite. Si tu détectes trop de records, c'est que la distribution réelle permet beaucoup de records. Et là, l'acte 3 se prépare parce qu'on arrive au moment où tu dois choisir ton poison. Soit ces galaxies sont des illusions, et alors cela signifie que nos méthodes d'inférence, nos modèles de population stellaire, nos corrections de poussière, nos estimations photométriques ont des zones d'ombre dangereuses, au point de créer des monstres fictifs. Soit elles sont réelles, et alors cela signifie que la nature sait accélérer la construction galactique de façon extrême, grâce à des flux, à des compactions, à des trous noirs précoces, à des environnements de densité brutale. Soit, et c'est la version la plus vertigineuse, une partie est illusion, une partie est réalité, et notre erreur est de chercher une seule histoire pour une population multiple. Mais il y a encore un dernier twist, celui que les gens n'aiment pas entendre parce qu'il ressemble à une menace existentielle pour le récit humain. Et si ces galaxies impossibles n'étaient pas impossibles, mais normales à cette époque, et que ce soit notre idée de la normalité qui soit fausse? Imagine un univers où, pendant une fenêtre relativement courte, la formation des galaxies est une ruée, une fièvre, une période où la matière tombe vite, où les disques s'installent rapidement, où les trous noirs grandissent comme des tumeurs, où la poussière se forme dans des explosions en cascade. Puis, avec l'expansion, les densités baissent, les choses se calment, et l'univers devient l'endroit lent que nous connaissons. Dans ce scénario, notre époque est un après-coup, une cendre. Et le jeune univers était la vraie forge. C'est une idée qui fait mal au ventre, parce qu'elle renverse la sensation intuitive. On aime croire que le cosmos a commencé doucement, comme un matin. Mais peut-être qu'il a commencé comme une bagarre dans une cuisine en feu. Et maintenant, je te pose une image finale avant de passer à la dernière ligne droite de l'histoire. Tu es dans un couloir d'hôpital. Les portes sont fermées. Derrière chaque porte, un patient. On te dit, ils sont tous nés aujourd'hui. Tu ouvres une porte,
et tu trouves un bébé. Ok, tu ouvres la suivante, tu trouves un autre bébé. Ok, puis tu ouvres une troisième, et tu trouves un adulte assis, calme, les yeux ouverts, qui te regarde sans surprise. Il te sourit. Et il te dit, « Tu as mis longtemps à venir. » Tu recules, et tu réalises qu'il y a peut-être plusieurs portes comme ça. Dans la prochaine partie, on va arrêter de tourner autour, on va entrer dans les exemples les plus saisissants, les objets qui ont forcé des équipes entières à revoir leurs hypothèses. Et on va construire la conclusion dramatique. Ce que ces galaxies nous obligent à admettre sur la naissance des structures, sur nos outils de mesure, et sur la possibilité que l'univers jeune soit un endroit plus violent, plus rapide et plus efficace que tout. Ce que notre intuition acceptait. Tu veux des exemples qui claquent, pas des généralités. Alors on va faire ce que fait la science quand elle arrête de philosopher et qu'elle sort le scalpel. On va regarder comment ces galaxies impossibles se trahissent, comment on les attrape, comment elles essayent de s'échapper, et comment parfois elles gagnent quand même. Imagine un observatoire comme une salle d'interrogatoire. La galaxie est assise au fond, visage flou, à des milliards d'années-lumière. Et toi, tu n'as pas le droit de t'approcher. Tu n'as qu'une seule chose. La lumière qu'elle a laissée partir quand l'univers était encore une braise. Cette lumière a été étirée, tordue, filtrée, mordue par l'hydrogène, recouverte de poussière, amplifiée par la gravité d'autres objets. Et malgré ça, elle porte encore des informations, des aveux. Premier aveu, la rotation. Quand une galaxie tourne, elle le dit dans ses raies spectrales. D'un côté, la lumière est légèrement décalée vers le rouge, de l'autre vers le bleu, parce que la matière s'éloigne et se rapproche. C'est une signature simple, presque enfantine. Un battement. Et ce battement, quand il est net, veut dire que l'objet n'est pas seulement une tache lumineuse. C'est une structure dynamique, une chose qui a déjà trouvé un axe, un sens, une discipline. Or, très tôt, tu t'attends à du chaos. Tu t'attends à des morceaux qui se cognent, à des vitesses incohérentes, à des grumeaux. Mais certaines galaxies lointaines offrent au contraire un gradient, une rotation qui ressemble à une mécanique déjà huilée. Ça ne veut pas dire qu'elles sont paisibles. Au contraire, la rotation peut coexister avec des turbulences monstrueuses. Mais ça veut dire qu'elles ont déjà réussi quelque chose de difficile. Elles ont transformé la violence en mouvement organisé. Et là, l'image devient presque physique. Un tourbillon au milieu d'une tempête. Quelque chose qui refuse de se disperser, qui s'enroule sur lui-même pour survivre. Deuxième aveu, la compacité. Quand tu mesures la taille apparente d'une galaxie lointaine et que tu la convertis en taille réelle, tu peux obtenir des résultats qui font grimacer. Une masse énorme dans un volume trop petit, et quand tu compares cette masse déduite de la lumière à une masse déduite de la dynamique, via les vitesses internes, tu peux tomber sur un paradoxe. Soit la lumière te ment, soit la gravité te crie qu'il y a plus de matière que tu ne vois, soit l'objet est dans un état transitoire si dense qu'il ressemble à une arme prête à exploser. Et c'est là que certaines galaxies deviennent des noyaux plutôt que des villes, des cœurs suralimentés. Des objets qui ressemblent moins à une galaxie finie qu'à une galaxie en train de se contracter sur elle-même, comme un point. Ce phénomène a un goût particulier, parce qu'il te rappelle une idée simple et horrible. On n'a pas forcément observé des galaxies adultes trop tôt. Peut-être qu'on observe des galaxies en train de devenir adultes à une vitesse indécente, par un mécanisme de compaction, une phase où le gaz se concentre brutalement au centre, déclenche une flambée de formation stellaire, enrichit l'environnement, nourrit le trou noir, puis finit par s'étouffer dans sa propre fumée. C'est une histoire qui sent la chaleur. Une naissance par écrasement. Troisième aveu. La poussière et la chaleur cachée. Certaines des galaxies les plus extrêmes ne se montrent même pas dans la lumière visible ou proche infrarouge. Elles sont comme des incendies derrière un mur. Tu ne vois pas la flamme, tu vois la chaleur qui traverse les briques. Leur signature, c'est une lueur dans les longueurs d'onde qui trahissent la poussière chauffée, et ce simple fait change toute la narration. Ça veut dire que, pendant qu'on regardait le jeune univers, et qu'on comptait des petites étincelles, il y avait peut-être déjà des fournaises invisibles, en train de fabriquer des étoiles à la chaîne. Des galaxies qui ne sont pas trop lumineuses, au sens classique, mais trop actives, dans l'obscurité. Et là arrive une scène que je veux que tu imagines comme un twist visuel.
Tu observes une région du ciel. Elle semble presque vide. Pas de grandes taches brillantes. Puis tu changes de vision. Tu passes à une autre fenêtre du spectre. Et soudain, une galaxie surgit, énorme, comme un animal nocturne, que tu n'avais pas vu parce que tu n'avais pas les bons yeux. C'est un choc primitif. Le sentiment d'avoir été entouré par quelque chose sans le savoir. C'est exactement ce que font ces galaxies poussiéreuses à notre intuition. Elles nous rappellent que l'univers peut être plein d'objets, qui brillent, mais pas pour nos yeux. 4e aveu. La chimie précoce. Quand tu détectes des signatures d'éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium dans des galaxies très jeunes, tu comprends que des étoiles ont déjà vécu et sont déjà mortes. C'est la preuve que la nature a déjà commencé à enrichir le cosmos. Et quand cet enrichissement paraît important, tu sens une dissonance. Mais quand ont-elles eu le temps? Or la réponse possible est à la fois fascinante et répugnante. Peut-être que les premières générations d'étoiles ont été des bêtes énormes, éphémères, qui brûlaient leur vie en un instant cosmique, explosant et répandant des métaux comme un corps qui se vide de son sang, une chimie accélérée, une chaîne de mort rapide qui transforme un gaz pur en gaz sale très vite. C'est un univers où la propreté originelle ne dure pas, où la naissance est immédiatement suivie d'une contamination. Et maintenant, on arrive au nœud dramatique. Comment savoir si tout ça est vrai ou si c'est un mirage sophistiqué? Parce que le jeune univers adore les déguisements. La lentille gravitationnelle, par exemple, est un mensonge magnifique. Un amas de galaxies au premier plan peut courber l'espace-temps comme une vitre bombée, grossir et multiplier l'image d'un objet lointain. Parfois, c'est un cadeau. Grâce à cette loupe cosmique, on voit des choses qu'on ne verrait jamais autrement. Mais parfois, c'est un piège. Tu crois voir une galaxie monstrueuse, et tu vois en réalité une galaxie normale, amplifiée comme un cri dans un couloir. Et pourtant, twist cruel. Même quand tu corriges l'amplification, tu découvres parfois que l'objet reste extrême. Pas autant qu'au début, mais encore trop, comme si le mensonge n'avait fait que souligner une vérité déjà dérangeante. Alors les astronomes font ce que font les bons enquêteurs. Ils multiplient les preuves indépendantes. Ils ne se contentent pas d'une couleur, ils veulent un spectre. Ils ne se contentent pas d'une luminosité. Ils veulent une dynamique. Ils ne se contentent pas d'une détection. Ils veulent une confirmation dans plusieurs longueurs d'onde. Ils ne se contentent pas d'une estimation de masse, ils cherchent une masse dynamique, une masse de gaz, une masse d'étoiles. Et ils voient si le puzzle tient debout. Et parfois, il ne tient pas. Parfois, la masse en étoile déduite de la lumière semble trop grande par rapport à la masse totale permise par la gravité mesurée. C'est comme si la galaxie déclarait au fisc plus de richesse que ce que sa maison peut physiquement contenir. Et quand ça arrive, tu as 3 options. Ta méthode de déduction de masse stellaire est biaisée. Tu manques de matière invisible, gaz ou matière noire, dans ton bilan. L'objet est dans une géométrie ou un état qui te fait mal interpréter les vitesses, et chaque option est un nouvel épisode de la même série. La réalité se dérobe. Mais c'est là que l'histoire devient vraiment intense, parce qu'on commence à comprendre que les galaxies impossibles ne sont pas un seul mystère. C'est une guerre sur plusieurs fronts. Il y a le front de la mesure. Comment lire la lumière correctement? Il y a le front de la formation stellaire. Comment fabriquer des étoiles aussi vite? Il y a le front des trous noirs. Comment faire grandir un gouffre aussitôt? Il y a le front de la structure. Comment obtenir des disques et de la cohérence? Et il y a le front statistique. Pourquoi en voit-on autant, et pas juste une fois par décennie? Alors voici le twist majeur, celui qui retourne la table à la fin du film. Et si la phrase « elle ne devrait pas exister » était, en réalité, une erreur de narration? Parce que « ne devrait pas » suppose qu'on connaît déjà le tempo du jeune univers. Or ce tempo, on l'infère. On le reconstruit, et on le reconstruit avec des hypothèses qui viennent du présent. C'est comme si tu jugeais un sprint avec les règles d'un marathon. Le jeune univers n'était pas seulement plus jeune, il était plus dense, plus pressé, plus serré. Les collisions étaient plus fréquentes, les flux de gaz plus puissants, les réservoirs plus riches, les temps caractéristiques, refroidissement, effondrement, instabilité, pouvaient être plus courts. Dans un environnement aussi compressé, ce qui prend aujourd'hui longtemps pouvait prendre alors très peu de temps. Et si c'est vrai, alors certaines galaxies impossibles ne sont pas des miracles. Elles sont des produits naturels d'une époque où la nature travaillait à la chaîne. Ça,
C'est une conclusion qui fait froid. L'univers jeune aurait été une usine, pas un jardin. Mais attention, ce n'est pas une fin confortable, parce que ce scénario implique aussi une autre chose. Si l'univers sait produire des galaxies massives et structurées très tôt, alors il sait produire des environnements énergétiques extrêmes très tôt. Et cela veut dire que, dès les premiers âges, le cosmos était déjà un endroit capable de fabriquer des pièges gravitationnels, des radiations, des vents, des explosions. Un environnement où la matière vivante telle qu'on l'imagine n'aurait eu aucune chance. Le dégoût que tu as senti au début, ce malaise, trouve ici sa racine. Ce n'est pas un univers innocent au commencement. C'est un univers déjà brutal. Et maintenant, je reviens à la mini-histoire du début, au grain de poussière sous la bâche. Dans le labo, après le premier haut le cœur, ils ont fait ce que font les gens quand ils ont peur. Ils ont essayé de rationaliser, ils ont dit « Ce n'est qu'une contamination, ce n'est qu'un artefact, on relira les résultats », sauf qu'ils ont refait les mesures. Encore, et encore. Et ce que le grain racontait n'était pas une preuve directe. C'était pire. C'était une promesse. La promesse que les structures apparaissent là où nos modèles ne les attendent pas. La promesse que, tôt ou tard, on tomberait sur des galaxies qui obligent à choisir. Corriger nos lunettes ou corriger notre histoire. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui quand on accumule les observations. Chaque nouvelle galaxie extrême est une pièce. De plus qui tombe sur la table, certaines pièces sont fausses, oui, mais certaines s'emboîtent avec une précision inquiétante. On commence alors à imaginer une chronologie alternative du jeune univers. Une chronologie qui ne raconte pas une enfance lente, mais une enfance fébrile. Une première phase où des régions denses avalent du gaz par torrent. Une phase de compaction où des noyaux se forment, se densifient, s'embrasent. Une phase où la poussière apparaît comme une suie instantanée, fabriquée et détruite puis fabriquée encore. Une phase où des trous noirs peuvent naître gros ou grandir par épisodes voraces, parfois au-delà de ce qu'on imagine autorisé. Une phase où des disques peuvent émerger non pas malgré la turbulence, mais à travers elle, comme une manière de canaliser l'énergie. Puis une phase de régulation. Vent, jet, chauffage. La galaxie ralentit, s'organise, vieillit. Et si tu regardes ce film avec ce tempo-là, les galaxies impossibles deviennent des personnages cohérents, pas des bugs. Des héros sombres d'une époque violente. Mais il reste une dernière morsure. Le dernier petit venin dans le récit. Parce que même si ce tempo accéléré est vrai, il ne suffit pas à expliquer tout. Il y a encore des cas où les chiffres restent trop hauts, où les masses semblent trop grandes, où l'abondance statistique paraît trop généreuse. Et ça nous amène à la fin réelle. La fin qui fait qu'on a envie de rester jusqu'au bout. L'histoire des galaxies, qui ne devrait pas exister, est en réalité une histoire sur nous, sur notre besoin d'un univers qui progresse comme un manuel scolaire, sur notre tendance à appeler loi ce qui est parfois juste une moyenne, sur notre surprise quand la nature exploite un coin du paramètre qu'on n'avait pas imaginé, sur notre difficulté à accepter qu'un début puisse être plus sauvage que la suite, et c'est là que je te donne le dernier twist, celui qui boucle tout. Peut-être que la phrase correcte n'est pas « ces galaxies ne devraient pas exister ». Peut-être que la phrase correcte est « nous n'avions pas compris à quel point l'univers savait travailler vite ». Ce n'est pas la physique qui se brise, c'est notre confort. Alors la prochaine fois que tu entends « impossible », rappelle-toi le requin dans l'aquarium. Rappelle-toi l'adulte dans la chambre d'hôpital. Et surtout, rappelle-toi cette sensation mixte. Satisfaction, curiosité, dégoût. Parce qu'elle n'est pas un effet de style. C'est la réaction naturelle à une réalité qui te dit, sans hausser la voix, « Je n'ai jamais promis d'être lent. » Ah.